preview. Le cadet des familles nobles. Alors, les cadets, qu'est-ce que c'est? C'est le troisième ou le quatrième fils d'un duc, d'un comte, d'un baron. Il a eu toute l'instruction, parce que pour le cas où l'aîné ou les deux aînés décèdent, ben, il faut que le suivant ait aussi de la culture pour pouvoir reprendre les domaines ou bien devenir évêque, etc., ou général. Donc ils ont reçu l'instruction, mais de par le système féodal, ils n'héritent rien. Ils sont appelés au XVIIIe siècle, plus d'une centaine de ces manuscrits, ces cadets de familles nobles, dont l'ensemble forme ce que nous appelons les révoltes contre le système. Le comportement du maçon sur le chantier est un poids en Dieu, il occupe une place ni dans leur famille, ni dans la négligeable. Tout ce qu'on leur conseille, c'est de devenir lieutenant l'ordre monastique bénédictin de Cluny. Et donc ces gens-là vont rentrer en grande masse dans les loges maçonniques, où ils vont un peu eh bien, ramener leur réflexion, leur savoir. Ça va grandement nous aider. Et ils vont faire rentrer dans les loges également les bourgeois des villes où leurs régiments sont stationnés. Et ainsi, petit à petit, les gens qui ne sont pas nobles eh bien, deviennent francs-maçons. Tant et si bien qu'au moment de la Révolution française, eh bien, on peut dire que grosso modo, 3/4 des francs-maçons sont des bourgeois. Et 1/4 sont des nobles et des moines. Parce que dans les moines, vous avez également ces fils cadets de familles nobles qui adhèrent. La franc-maçonnerie au XVIIIe siècle s'inscrit dans le courant des Lumières. Le brassage des couches sociales dans les loges, autant que la confrontation libre et franche des idées qui s'y expriment, ont incontestablement fait avancer les problèmes qui se posaient à leurs contemporains. La philosophie des Lumières s'est attachée à dissiper les ténèbres de l'obscurantisme et de l'ignorance pour faire triompher la raison et éduquer les peuples, notamment à travers le projet encyclopédiste, mais aussi en dessinant une philosophie politique qui privilégie la démocratie, la tolérance et la souveraineté du peuple. Et nous avons là 3 piliers de la franc-maçonnerie, à l'époque, mais aujourd'hui encore, la démocratie, la tolérance et la souveraineté. Le marquis de Lafayette avait une aura considérable à l'époque en France, et il était franc-maçon engagé. Il était déjà franc-maçon à l'époque où il était aux côtés de Washington, qui lui-même était franc-maçon. Et donc, avec Lafayette, et Lafayette a forcé Louis-Philippe à réouvrir les loges maçonniques. À partir de ce moment-là, la maçonnerie va de nouveau renaître et elle va fleurir de nouveau sous le Second Empire. À la fin du XIXe siècle, on va voir un mouvement philosophique qui est le positivisme, auquel vont adhérer énormément de maçons. Pas l'intégralité, parce qu'il y a un courant, à l'époque, il y a 2 courants en maçonnerie, il y a un courant spiritualiste et un courant positiviste. Le courant positiviste représente, disons, à la louche 2/3 et le courant spiritualiste 1/3. Ces 2 courants existent toujours en franc-maçonnerie aujourd'hui, y compris dans notre obédience. Ils cohabitent très bien et ils sont très respectueux les uns des autres. Le courant positiviste va, lui, pousser à l'instauration de la laïcité en France. Nous avons en notre sein aussi bien des gens qui sont des ouvriers que des gens qui ont fait l'ENA. Et chacun apporte autant que l'autre. Parce que chacun a un vécu, et de par ce vécu, il donne un éclairage que l'autre n'a pas. Ensuite, pour ce qui est des critères financiers, eh bien, ils sont très simples. Une loge, elle est dans un endroit où elle paye un loyer. Donc, et puis, la loge fait partie d'une fédération qui, elle aussi, a un loyer fédéral, il faut aussi y payer. Donc, chaque loge contribue un peu à entretenir le fédéral et elle entretient ses propres besoins locaux. Donc, je ne sais pas où on en est au niveau de Chalon-sur-Saône, mais grosso modo... C'est pas cher. C'est pas cher. Non, non, ils font sympa, c'est pas cher. C'est pas cher. Je veux dire, la moyenne nationale actuellement est aux environs de 300 € par an. 300 à 350, dans cette fourchette-là, entre 300 et 350.
Ensuite, s'ajoute à cela le fait que les maçons, quand ils se réunissent, après la réunion, et ben, systématiquement, ils se tapent une bouffe. Et puis celle-là, alors ils la fabriquent eux-mêmes, à tour de rôle. Hein. Donc il faut compter à peu près encore 10 € si on reste au repas après la réunion. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est une association de personnes de bonne volonté qui se réunissent dans des loges, les loges étant des structures locales, dans lesquelles eh bien, les uns et les autres discutent de thèmes qui ont plusieurs finalités. La première étant, à mon sens, d'essayer de s'élever soi-même. La deuxième étant d'apporter un maximum de connaissances et d'aide, disons, aussi bien à la société qu'aux autres humains de bonne volonté. Est-ce que ce ne sont que des paroles? Eh bien, je dirais que la franc-maçonnerie n'a pas les mêmes objectifs qu'un Lions Club ou un Rotary ou un Kivanise. La franc-maçonnerie, avant tout, veut aider l'autre à comprendre la société, à se comprendre soi-même et à faire évoluer tout cela. Est-ce qu'on entre facilement en franc-maçonnerie? Oh, je dirais relativement quand même. Il faut faire des demandes. On va essayer de voir si vous êtes de bonne foi. Et puis, on va essayer de connaître vos intentions. Et puis, on va vous accepter si tout cela colle. Voilà. Est-ce qu'il est difficile d'en partir? Oui, c'est très facile. Si ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous faites une lettre en disant « je démissionne » et puis ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, au cours de l'histoire, il y a eu des personnes qui ont dénoncé des complots dans lesquels seraient associés des francs-maçons. Oui, enfin, personnellement, je trouve ça tout à fait faux, parce que ce n'est pas du tout notre démarche. Mais bon, cela existe, et malheureusement, cela vient de deux types de personnes, à mon avis. D'une part, de ceux qui ne veulent pas d'une réelle démocratie dans la société. Et les francs-maçons sont connus pour être des gens qui discutent, y compris les décisions des puissants. Donc cela, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est un vieux fond d'une lutte entre les religions et puis les sociétés dans lesquelles il y avait une liberté de penser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces loges maçonniques? Eh bien, on se réunit et on discute. L'un d'entre nous, à chaque fois, présente un exposé. Cet exposé est ensuite étudié par tout le groupe. Et le but, c'est qu'en partant de la réunion le soir, chacun ait appris quelque chose. Et cela, d'année en année, fait que les francs-maçons sont de mieux en mieux informés sur eux-mêmes et sur la société. Et cela devrait être bénéfique aussi bien aux francs-maçons, à son entourage qu'à la société. Sous la 4e République, la franc-maçonnerie avait un pouvoir politique très important, puisque beaucoup de membres du gouvernement étaient des francs-maçons. Est-ce qu'actuellement, les francs-maçons ont encore un pouvoir politique? Alors, est-ce que les francs-maçons ont encore un pouvoir politique? C'est une question, je dirais, quelque part, qui, moi, en tant que franc-maçon, ne m'intéresse même pas, parce que notre démarche n'est pas d'être un groupe de pression. Par exemple, quand le président de la République, ou le ministre de l'Intérieur, ou le Premier ministre, ou alors un groupe de parlementaires nous interroge sur une question, nous donnons notre avis. Mais nous ne faisons pas pression sur les leaders politiques comme le ferait un groupe de lobby. Non, nous répondons aux questions sur des questions. Par exemple,
au cours de la dernière année, s'est posé la question de la révision des lois sur la laïcité. Nous avons donné notre avis au président de la République, au ministre de l'Intérieur et à un groupe de parlementaires sur la question. S'est posé également des questions de bioéthique, notamment par exemple sur la PMA. Nous avons dit ce qu'un certain nombre d'entre nous pensent de cette question. Nous non plus, nous ne sommes pas monolithiques sur cette question. Et cela doit éclairer le débat. Et si le débat est éclairé, eh bien nous sommes heureux. Alors est-ce que la maçonnerie est secrète et est-ce que la maçonnerie est une secte? Alors déjà, nous ne sommes pas une secte, en ce sens que nous n'avons pas de gourou et nous n'avons pas de flux financiers. Nous n'avons pas non plus d'emprise psychologique sur les membres. Que ce soit nos présidents au niveau des loges locales ou notre président au niveau de la Fédération nationale, ils ne sont élus au maximum que pour 3 ans, et puis ensuite, eh bien, quelqu'un d'autre prend le poste. Chez un gourou, ce ne serait pas imaginable. L'emprise psychologique, nous ne l'avons pas non plus. Les flux financiers, pas non plus. Bon. Ensuite, pourquoi est-ce que nous serions secrets ? Eh bien, il y a de multiples raisons à cela. Premièrement, dans l'histoire, les gendarmes de Pétain ont mis les francs-maçons dans les wagons pour partir vers l'Est. Donc ça, nous en gardons le souvenir. Et puis d'autre part, il y a également une liberté dans nos travaux. Si lors de nos réunions, chacun étalait son curriculum vitae, ce qu'il est dans la vie de tous les jours, eh bien le débat serait faussé. Je prends par exemple un exemple tout bête. Quelqu'un qui est dans nos loges qui serait soit communiste, soit chez les Républicains ou socialiste, etc. Eh bien, si c'est connu, il devrait prendre une posture de parti. Or, nous voulons qu'il soit un homme libre et qu'il parle en toute liberté, ce qui suppose une certaine discrétion. La maçonnerie est discrète, elle n'est pas secrète. Si elle était secrète, je ne serais pas face à ce micro et à cet objectif. C'est vrai qu'il existe plusieurs obédiences en France. Notre obédience, la Grande Loge Mixte de France, en est une. Nous sommes forts à peu près de 5300 membres répartis en 250 loges dans toute la France. Nous sommes, alors là on va un peu dans l'explication, nous sommes multirites, c'est-à-dire que nos loges pratiquent divers rites qui sont fédérés. Il existe d'autres obédiences où certaines n'ont qu'un seul rite, comme par exemple la Grande Loge de France qui réunit des hommes qui travaillent tous au rite écossais enseigné et accepté. Il y a d'autres obédiences comme le Grand Orient de France qui est la plus importante en nombre. Elle est également multirite. Elle a 90% d'hommes et de 5 à 10% de femmes. Il y a le droit humain qui est également une obédience mixte mais qui n'a pas la même approche que nous du fonctionnement de l'obédience. Et elle est également avec un seul rite. Enfin, je dirais que les différences se font essentiellement au niveau des rites maçonniques qui sont pratiqués et sur le genre, donc masculin, féminin ou mixte, et sur le fonctionnement. Toutes ces deux obédiences travaillent ensemble. Il y a une fois tous les 2 mois à Paris un déjeuner où tous les grands maîtres de toutes les obédiences se réunissent et discutent ensemble des relations entre les différentes obédiences. Donc nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre. Évidemment, au plan local, ici et là, il y a des membres qui quittent une obédience pour aller dans une autre, mais ça se fait dans les 2 sens, donc ce n'est vraiment pas un enjeu. Oui, on se visite entre obédiences, les loges de diverses obédiences reçoivent les invitations aux réunions des autres, et donc tous ces gens se rencontrent. Il est vrai que la question de Dieu est importante dans certaines obédiences, pas la nôtre. Dans certaines obédiences d'essence anglo-saxonne, on exige du candidat qu'il croit en une religion chrétienne. Même pas le judaïsme, chez certains, carrément chrétien. Ce n'est pas notre conception dans notre obédience. Dans notre obédience, on trouve des athées, des agnostiques, des croyants.
Et parmi les croyants, on trouve aussi bien des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, et que sais-je encore. Pourquoi est-ce que je rejoindrai la maçonnerie ? Pour 2-3 raisons. La première, c'est pour renforcer mes connaissances. Je ne parle pas de savoir, je parle de connaissances. Pour renforcer mes connaissances et par là même me construire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que, en tant que citoyen, je participe à un projet collectif et je voudrais apporter à ma ville, à mon département, à ma région, à mon pays, ce que j'ai de meilleur. Et la troisième raison, c'est parce que je retrouve là de la fraternité. Dans le sens où on l'entend dans la devise de notre République et dans le sens où nous sommes tous frères et sœurs entre nous, c'est-à-dire nous ne nous comportons pas entre nous comme des étrangers, mais vraiment comme des gens qui partagent des choses fortes et fondamentales.